Voilà, et je remercie tout à l'heure Guillaume d'avoir accepté de faire cette introduction. Guillaume, qui est d'une part chercheur et d'autre part maire, ce qui est quand même pratique pour évoquer la question de la posture des élus dans la question de la participation. Et Guillaume est par ailleurs administrateur de l'Institut Bertrand Schwartz auprès de nous. Donc voilà, merci Guillaume d'avoir accepté d'introduire un peu ce sujet. Et je redis pour Martin et pour excusez-moi, pour vous deux, que le thème de ce deuxième temps est plutôt centré sur qu'est-ce que ça change pour les élus dans notre posture d'élus, hein. Le premier temps, c'était quelles sont nos marges de manœuvre, le premier séminaire. Le deuxième, c'est qu'est-ce que ça change dans notre posture d'élus. Et le troisième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, ce sera en juin, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette logique de participation dans nos missions locales et dans nos territoires. Donc voilà, Guillaume, je pense que c'est à toi de nous conduire maintenant. Très bien, merci beaucoup Marc, merci Amel, merci Ninon en tout cas de vos présentations, Sylvia aussi que je ne connaissais pas, mais en tout cas merci beaucoup de vos présentations et interventions. Le sujet est assez vaste et comme philosophe politique, l'objectif pour moi et aussi en tant que maire d'une commune depuis 16 ans, de faire ce que j'appelle de la philosophie pratique, c'est-à-dire comment il peut y avoir de la résonance dans la pratique du quotidien et en même temps toujours avoir des concepts qui sont clairs, lisibles, mais qui soient aussi nourris d'une certaine intensité de principe, hein, parce que l'objectif, je crois aujourd'hui, d'une manière plus large pour les politiques publiques, c'est de se nourrir à nouveau de principes forts, qui soient compréhensifs dans le sens où ils expliquent quelque chose et qui nous donnent une vision, une compréhension du monde, mais aussi compréhensible, c'est-à-dire parce que nous avons à nous affirmer auprès de certains publics et donc nous devons pouvoir répondre à un certain nombre de demandes de ce public. Je l'ai fait de manière un peu plus nuageuse qu'à l'habitude, mais pour exprimer certains concepts qui pourront être utilisés par la suite et qui pourront vous faire réfléchir au moment où je partirai après mon temps, vous faire réfléchir à des catégories de réflexion par rapport à cette notion de participation des jeunes sur la marge de manœuvre des élus, mais aussi la marge de manœuvre que les jeunes ont à l'égard des élus. Pour moi, il y a plusieurs éléments. C'est quelque chose sur lequel je travaille passablement actuellement. C'est la notion d'échelle. Je lisais attentivement pour préparer aujourd'hui un article que vous avez dû recevoir, qui est un entretien avec Manon Loisel. Il faut en finir avec la démocratie participative qui accentue la crise qu'elle prétend résoudre. Je trouve très intéressant parce que c'est stimulant intellectuellement. Ça va un petit peu contre les vents actuels. Ça répond aussi à une question, je dirais, de la manière dont l'élu se place. Et quand je dis la manière, c'est véritablement comment il se place au quotidien dans son action. Est-ce qu'il le fait de manière cynique? Est-ce qu'il suit les vents favorables? Est-ce qu'il essaye de trouver une autre manière aussi? Parce qu'on ne va pas donner que des mauvaises intentions aux élus, j'en suis un. Donc, si quelqu'un disait la même chose, je dirais, dis donc, il faut se calmer quand même 2 secondes. Mais c'est vrai qu'il faut reposer la question de l'intention. Et cette question de l'intention, notamment quand on parle de démocratie participative, me fait poser une autre question qui m'interpelle particulièrement ces temps-ci. Alors, dans les travaux que j'opère sur la justice sociale particulièrement, mais qui marche très bien pour la prise de parole et la démocratie locale, que vous voyez, je prends la précaution de ne plus appeler démocratie participative pendant un temps, mais démocratie locale, parce que ce terme-là montre cette notion d'échelle. C'est vraiment cette notion d'échelle. Comment se situe sur son territoire? Marc, tu disais tout à l'heure que, avant tout, nos missions locales, ce sont des projets de territoire. Je crois qu'on a une chance par rapport à d'autres, c'est que quand on fait la démocratie locale à l'intérieur, par exemple, de nos missions locales ou autres, on fait de la démocratie participative sans avoir à se lever le matin en disant qu'on va en faire.
premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on est sur ce projet de territoire, parce qu'on est implanté, posé dans le territoire, qu'on réfléchit avec des acteurs qui sont en même temps les bénéficiaires de ces politiques publiques, mais aussi acteurs de ces politiques publiques. C'est vraiment l'idée de Bertrand Schwartz au départ. C'est vraiment le principe organisateur, et je dirais novateur dans les années 70-80, de cette vision renouvelée de la politique publique, à une époque d'ailleurs où on en parle, où la démocratie locale, la décentralisation n'est pas ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aussi dans les balbutiements d'une décentralisation avec un État encore assez fort, des prérogatives ministérielles, préfectorales, et des politiques sous-préfectorales très très fortes en la matière. Donc on est aussi dans une autre vision des choses. Donc je crois qu'il faut questionner, c'est le premier concept que j'apporte, c'est l'échelle. À quelle échelle on fait action? Et par exemple, dans l'article, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, voilà, si vous le lisez, c'est quand on nous parle de la démocratie participative qui a été mise en œuvre, par exemple, après les Gilets jaunes ou par rapport à ce qu'a mis en place Emmanuel Macron, le grand débat. Pour moi, très clairement, ça n'est pas de la démocratie participative. Je pense que les chercheurs sur cette question-là seraient presque déshonorés de penser que ça puisse en être. Non, c'est une forme de manipulation, c'est une forme d'intention pour élargir la base de légitimité. C'est l'occasion peut-être de créer un débat, mais ça n'est pas de la démocratie participative. À mon sens, quand on parle de cette notion d'échelle, la meilleure démocratie participative, si on reprend cette question-là, c'est celle qui se fait au plus proche du citoyen, dans ce qui pourrait être l'organisation qui est à taille humaine, à échelle humaine, où on peut se retrouver entre compères d'une certaine manière, entre compagnons d'une certaine manière. Ça peut être même la ville, à mon avis, semble beaucoup trop large, mais ça peut être le quartier, ça peut être l'immeuble, ça peut être des petites choses qui font qu'on réussit. Et ça m'amène à un deuxième point. Ce deuxième point, c'est la définition que l'on donne du pouvoir qui va avec. Est-ce que la démocratie participative, son objectif, c'est de prendre des décisions? Est-ce que c'est de nourrir le débat public? Est-ce que c'est d'amender des décisions qui sont prises par les représentants? Est-ce que, etc., etc., on pourrait allonger la liste. Encore une fois, d'un point de vue philosophique, c'est la question de l'intention qui est posée à ce moment-là. Et quand on pose cette question de l'intention, donc échelle, intention, là aussi, on va pouvoir observer, soit en tant qu'observateur extérieur, soit en tant qu'acteur à l'intérieur, savoir s'il y a du cynisme, s'il y a une forme de manipulation, s'il y a une forme d'utilitarisme dans un sens large, c'est-à-dire avoir le maximum de monde à convaincre pour qu'il y ait le maximum d'utilité et que donc la décision soit meilleure. Voilà, et il faudra répondre à ces questions-là. Deuxième catégorie qui m'interpelle, c'est-à-dire quelle est l'intention qu'il y a derrière et comment on met en œuvre cette intention à l'égard de ce que représente pour nous le pouvoir. Et c'est là où les élus, et là il y a quelque chose de très intéressant dans cet entretien aussi, donner moins de place à la posture de l'élu et redonner de la place à la posture de représentant. Je trouve ça très intéressant parce que mine de rien, on est dans une démocratie représentative. Et on parle des élus comme s'ils étaient des super-héros. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'élus qui ont envie de mettre la cape parce qu'on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on n'a pas tous les moyens et que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on a quand même passé le stade du super-héros qui peut tout réussir parce qu'il y a des vrais échecs et puis que de toute façon, on ne peut pas l'être. Mais par contre, retrouver son rôle de représentant, et là, le langage a un sens, c'est retrouver une forme d'humilité à cet égard. Certes, on est élu d'un point de vue démocratique. Mais une fois qu'on est élu, ce statut s'arrête, à mon sens, en tout cas avec la réflexion que je veux porter aujourd'hui, et redonne de la place à la notion même de représentant. Et en tant que représentant, eh bien, on doit se porter responsable, garant certes de l'intérêt général, de faire des choix, que l'on nous oppose un certain nombre de points de vue qui ne sont pas les nôtres et donc qui peuvent faire progresser la décision. En tout cas, reprendre ce rôle de représentation, c'est aussi se remettre dans une posture d'humilité à l'égard de ce pouvoir.
Donc, premier temps, l'échelle, et là, vous le voyez, hein, ça re-questionne les choses à chaque fois, font écho. Mais si on re-questionne le pouvoir, on re-questionne la question de l'échelle. Si on re-questionne la question de l'échelle, on re-questionne la notion de pouvoir. Un exemple, quand on décide de penser très clairement que notre pouvoir est limité, ben, elle pourra se faire sur un territoire qui l'est aussi. Si on décide aux yeux de tous que l'on va pouvoir tout changer, tout faire, et qu'on essaie de le faire croire, bah, ça veut dire qu'il faut sûrement qu'on augmente l'échelle, ou si on n'augmente pas l'échelle, il faut qu'on augmente l'intensité dans cette échelle. Or, on voit bien aujourd'hui, beaucoup de facteurs sont limitants à l'égard de l'action publique, pour plein de raisons, des raisons essentielles qui sont des raisons individuelles, des raisons qui sont des raisons d'expertise, des raisons qui sont des raisons de moyens financiers, des raisons qui sont des raisons très simples aujourd'hui, notamment liées à la décentralisation, mais aussi on va dire, au millefeuille, hein, qu'on a rajouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est maire d'une commune, on peut taper du poing sur la table, mais on est dans une agglomération, on est lié à d'autres politiques publiques, on doit faire des consensus, on doit mettre un peu d'eau dans son vin. Et donc, systématiquement, on a un pouvoir qui est limité, et je dirais d'une certaine manière, c'est tant mieux aussi. Troisième chose, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'action possible. Et quand il y a une action, moi, je reprends là un très grand philosophe du langage qui a largement marqué la fin, la moitié et la fin du XXe siècle, qui s'appelle Austin, et son livre fameux s'appelle Quand dire, c'est faire, une vision pragmatique du langage. C'est que quand on dit quelque chose, on fait quelque chose. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il faut se mettre en conformité. Parce qu'un homme politique, souvent, bah, les publics qui nous regardent vont dire, bah oui, mais vous dites, mais vous ne faites rien. Alors, dans la réalité des choses, c'est faux, puisque rien que le fait de dire quelque chose, on est en train de faire quelque chose. On est peut-être en train d'imprimer les esprits, on est en train de poser les débats, on est en train d'argumenter, on est en train d'influencer, on est en train de faire plein d'autres choses, mais on fait quelque chose. Là où le citoyen, et encore plus le jeune, peut être affecté par cette vision-là du langage pragmatique, c'est qu'il attend que cette parole fasse quelque chose concrètement. Et c'est là où je veux en venir, si on relie encore les différents nuages, hein, je vous ai dit que c'était un peu plus nébuleux, mais pas dans le sens du terme, cette question d'échelle, cette question de pouvoir, le lier à l'action, à la parole et à l'action, et à la parole comme action. Et à ce moment-là, on arrive à quelque chose qui nous replace dans comment mieux faire comprendre les enjeux locaux à des publics qui sont peut-être plus restreints, mais qui eux-mêmes sentent qu'ils ont cette capacité d'action et de participation. Et ça revient à un des éléments qui est aussi repris dans cet article, qui est vraiment très très bien, je vous invite vraiment à le lire, qui dit bah, l'objectif, c'est pas tant comme elle le dit, la parité montre que pour entendre l'ensemble des citoyens, il ne suffit pas de redoubler d'efforts pour aller vers les inaudibles, il faut aussi restreindre la place accordée à ceux qui s'expriment déjà. Là, cet objectif, il est très clair. C'est-à-dire, si on replace la parole comme étant un objet d'action et donc, par voie de conséquence, de faire quelque chose par la suite, il faut que l'on puisse entendre les publics et que ceux qui ont le pouvoir puissent eux-mêmes restreindre leur pouvoir à ce moment-là, parce qu'ils considèrent qu'ils sont les sachants, parce qu'ils ont plus d'informations, etc., etc. Donc, il doit y avoir un pas de retrait des représentants, mais pas uniquement, des associations, de celles qui permettent bien, parfois d'agréger, c'est important, mais qui peuvent parfois aussi avoir la possibilité de trop englober et de dire oui, mais nous on sait là où c'est pas si évident que ça. Et donc, il y a un double mouvement, si vous voulez. Le premier mouvement, c'est l'aller vers. C'est pas simplement dire ah bah mais les gens viennent pas aux réunions. Voilà, parce que ça, à la limite, des élus sont contents de dire bah ouais, il y avait 10 personnes dans la salle, bah, ils étaient là, ils ont fait l'effort, bah voilà, c'est eux. Hein, les citoyens ont décidé qu'ils étaient présents, ils étaient peu. Ça serait une vision très restrictive. On pourrait toujours se contenter de dire oui, mais c'est déjà 10 de plus que mon conseil municipal qui ont donné un avis. Sauf que si on regarde de manière très précise le statut de ces 10, ce sont généralement des gens assez éclairés, rarement des abstentionnistes. Ce sont des personnes qui ont du temps. Ce sont des personnes qui sociologiquement ont déjà eu un engagement militant ou qui ont déjà un engagement associatif par ailleurs. Et au final, on se retrouve avec
toujours à peu près les mêmes personnes. Donc si là on clame haut et fort démocratie participative, on aura certes une petite amélioration de la base de légitimité des décisions, mais globalement, on aura sûrement une argumentation du point de vue politique pour aller dans le sens de notre politique, mais rarement pour la nourrir correctement et rarement pour aller dans un sens opposé qui nous ferait réfléchir différemment puisqu'il y aurait eu des impensés. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Et quand on en arrive à la question des jeunes, parce que c'est ça qui va aussi nous importer, et particulièrement nous importer avec l'Institut Bertrand Schwartz, c'est quel est l'équilibre dans tout ça par rapport à la parole de cette jeunesse. Alors déjà, c'est quoi la jeunesse? Excusez-moi, quand on fait de la philosophie, on questionne à chaque fois les éléments, mais la jeunesse, c'est quoi la jeunesse? La jeunesse, elle est à peu près aussi diverse que les adultes que nous sommes ici, et pour autant, on ne dit pas les adultes. Voilà. Non, on a tous des statuts sociaux différents, on a tous des horizons différents. Donc, peut-être re-questionner la jeunesse, ce que ça veut dire. Donc, il peut déjà peut-être penser avoir plus de verbatim, d'avoir des choses qui donnent davantage de qualité sur les personnes qui ont pris la parole, ceux qui sont par exemple très loin de l'emploi, ceux qui en sont plus proches, ceux qui sont très loin des relations sociales, ceux qui en sont plus proches. Enfin, essayer d'avoir un peu plus de finesse qualitative plutôt que de dire la jeunesse. Ça, je pense que c'est la première chose. Les jeunes, si on reprend ce cadre-là, on a des poncifs sur les jeunes très clairement aujourd'hui. Ils ont du mal à s'exprimer, ils prennent pas beaucoup la parole. Mais en fait, en somme, ils prennent beaucoup la parole, ils la prennent sûrement plus que nous quand on était jeunes. Donc il faut peut-être aussi revérifier ce qui est dit. Par contre, ils le font très loin, et là ça re-questionne encore la notion d'échelle, ils le font très loin des institutions où on aimerait qu'ils puissent l'apprendre. Donc ça ne veut pas dire qu'ils parlent moins, ça ne veut pas dire qu'ils s'expriment moins sur la vie des choses. Ils le font peut-être de manière plus éparpillée parce qu'ils ont plusieurs moyens de le faire, mais ils le font. Et donc notre impératif, nous en tant qu'élus, c'est d'opérer un peu un recentrage sur les choses. Et moi je crois que pour le faire, la meilleure manière, c'est d'avoir des objets qui sont assez uniques, qui sont concrets, qui portent concrètement les choses, qui vont dans le sens du faire, c'est-à-dire comment on est capable à la fin de dire nous avons atteint cet objectif-là et c'est vous qui l'avez atteint, cet objectif-là, et que sur cette base d'un objectif concret, on puisse re-questionner la théorie. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est construire l'objet pour ensuite prendre l'occasion de cet objet, le recul par rapport à cet objet, souvent ce que l'on fait pas ou peu, les évaluations, mais plus de manière qualitative, et d'augmenter, si vous voulez, la focale à ce moment-là, pour reporter cette question sur la théorie, et notamment les relations, comment elles se sont organisées, la prise de parole des uns et des autres, comment on s'est senti dans le pouvoir. Moi, j'avais mené l'année dernière à, à cette rencontre sur la jeunesse à Rouen, cette question de la parole comme existence, comment on existe à travers la parole. Et je m'étais rendu compte souvent que la question qui était posée, c'est on a du mal à prendre la parole, et quand on la prend, on a l'impression de ne pas être écouté. Moi, je pense que quand on est dans le faire, sur le coup, on demande moins la prise de parole qu'un certain nombre de résultats vers lesquels on a envie d'aller. En somme, il ne suffit pas de dire il y a un ballon, 11 joueurs de chaque côté, et puis on va marquer des buts, ça c'est la théorie, que de mettre le ballon au milieu et de siffler le coup d'envoi en disant OK, qui c'est qui va marquer des buts, qui c'est qui va faire le plus beau jeu, etc., etc. Et on fera le bilan à la fin. Donc pour moi, ce cheminement vers le faire est un cheminement qui est important et qui ne doit jamais, à aucun moment, nier le pouvoir de la parole, mais d'une parole qui est largement posée par rapport à l'esprit de ce mouvement. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Alors, l'objectif aussi, c'est de dire quel est le bénéfice et le risque de la proximité des élus par rapport à ça. Moi, je dirais, si on doit reprendre toutes les catégories que j'ai questionnées, alors rapidement, mais cette notion d'échelle, comment en tant qu'élu, je me situe, quand on parle de proximité, là par exemple, dans l'intitulé, on parle d'une certaine forme de géographie. Est-ce que je suis
à distance lointaine? Est-ce que je me rapproche? À quel moment j'opère ces rapprochements? Par exemple, moi, je considère souvent qu'il est important de laisser travailler et de permettre aux citoyens et aux jeunes de rendre compte aux élus, de les bousculer à ce moment-là, plutôt que les élus soient toujours systématiquement au début des dispositifs et commencent à trop cadrer les choses. Les élus peuvent donner une orientation, un objectif à atteindre, un budget aussi, mais doivent se placer à une distance équilibrée pour pouvoir montrer ça. Si on questionne aussi bénéfices et risques sur la proximité à l'égard du pouvoir, eh bien, on le voit, c'est la question de l'intention et du pouvoir réel qui nous est donné en tant qu'élus pour pouvoir se retrouver dans cette combinaison en fait, qui peut fonctionner à l'équilibre par rapport à notre collaboration, notre construction de quelque chose avec les jeunes, notamment, hein, sur le coup. Replacer, pareil, bénéfices et risques de la proximité, replacer la parole et l'action à son juste niveau, c'est-à-dire à quel moment je prends la parole pour cadrer, donner un avis, poser les choses ou laisser faire et ensuite re-questionner les catégories. Et puis, je dirais, pour conclure, de reposer cette question assez centrale, comment aller vers les inaudibles, c'est-à-dire ceux que l'on n'entend pas. À mon sens, c'est de les amener moins à les entendre que les intégrer au faire, justement. Hein, et de leur dire, bah voilà, si vous avez du mal à vous exprimer, en tout cas, dans ce que vous allez construire, vous allez avoir une forme d'expression qui sera sûrement plus intéressante et sûrement plus performante, ou performative, hein, dans le sens linguistique, plus performative que le grand discours qui a été fait dans une tribune qu'on aurait pu vous donner. Voilà les différents éléments. Pour moi, l'objectif, c'était aujourd'hui de vous donner des catégories d'analyse, de porter votre regard sur quelques concepts, de vous interroger vous-même avec ces concepts sur la notion même de politique publique, sa construction, de la politique et du public qu'on essaye de toucher, de réintégrer ces notions-là à l'égard du projet de territoire et donc systématiquement au niveau de l'échelle, qui à mon sens doit être plus petite et donc plus performante, et bien d'évaluer ou de vous donner des critères d'évaluation objectifs, en tout cas au maximum objectifs, pour les relations que vous pourriez avoir de proximité avec les jeunes de votre secteur. Voilà pour cette présentation et je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Après, je sais que vous aurez beaucoup de travail encore à faire. Voilà. Merci Guillaume.